Bienvenue sur D9Bot Studio. Je m'appelle Vincent et ma mission est de vous aider à progresser en développement web. Que vous soyez étudiant, débutant ou simplement curieux, cette série de vidéos est faite pour vous. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. L'arrivée des formulaires dans la norme HTML a marqué le début du marketing en ligne. C'est donc une partie hyper importante de nos pages web, et c'est pour ça qu'il faut qu'on traite ce sujet ensemble. Dans l'épisode précédent, on a créé une page de contact, et nous avons fait des liens pour naviguer entre notre page d'accueil et notre nouvelle page de contact. Maintenant, il serait quand même bien de remplir cette page de contact pour que nos utilisateurs aient bien envie de nous contacter. On va commencer comme d'habitude avec un titre. Et maintenant, on va pouvoir passer au formulaire. Un formulaire en HTML, c'est très facile, ça s'utilise avec une balise form. Quand je rajoute la balise form dans ma page, Visual Studio Code me rajoute automatiquement un attribut action. L'attribut action, lui, il sert à donner la destination des données de notre formulaire pour pouvoir les envoyer. Si je laisse cet attribut vide, les données vont être envoyées sur la même page. Et donc c'est ce qu'on va faire pour les besoins de cette vidéo. Il y a un autre attribut important sur cette balise, c'est l'attribut méthode. Et la méthode, habituellement, on va lui donner soit la valeur get, soit la valeur post. Par défaut, ça fonctionne en get, et c'est ce qu'on va utiliser aussi pendant cette vidéo, parce que cette méthode d'envoi va nous permettre de visualiser correctement ce qu'on envoie. Si j'enregistre mon formulaire comme ça, visuellement, c'est comme pour une barre de navigation vide ou une liste vide, on ne voit rien, ça n'a pas de style visuel. On va donc rajouter à l'intérieur notre premier champ de texte. Un champ de saisie, c'est la balise input. Par défaut, elle a un type, c'est le type texte, on va le garder comme ça. Un input, il peut avoir plusieurs types, on en verra d'autres un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va s'en tenir au texte, au type email et au type password. Si j'enregistre ma page telle quelle, j'ai 3 rectangles qui viennent d'apparaître sur ma page. En fait, ce sont mes 3 champs de texte, mes 3 champs de saisie, mais ils sont complètement vides. Mais en tout cas, ce que je peux faire, c'est de cliquer sur un champ de texte, voir qu'il est bien sélectionné par le navigateur, j'ai mon curseur qui apparaît, et je peux d'ores et déjà commencer à écrire du texte. Mais pour l'instant, dans ce formulaire, je n'ai aucun bouton pour pouvoir soumettre les données qui sont à l'intérieur. Donc, c'est un peu ennuyeux pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un nouvel input, mais cette fois de type submit. Et quand j'enregistre, au lieu d'avoir un nouveau rectangle qui apparaît, c'est un bouton de type submit. Alors ce texte qu'il a rajouté, submit, il ne me convient pas. Moi j'aimerais bien le mettre en français, donc je vais rajouter un attribut value et écrire envoyer. Quand j'enregistre, j'ai bien le texte envoyé qui apparaît. Quand on écrit dans nos champs de texte, il y a une petite particularité. Quand j'écris dans un type texte, j'ai bien mon texte qui apparaît. Dans un type email, c'est la même chose. Mais dans un type password, c'est là que la magie opère. Quand j'écris, mes caractères sont cachés. En fait, le navigateur comprend tout de suite que c'est un champ qui ne doit pas pouvoir être lu par quelqu'un d'autre. Donc, on cache les caractères sur la page. Et si vous aviez comme projet de rajouter un formulaire de connexion et d'inscription à votre site web, je pense que vous devez être ravi de savoir que vous n'aurez pas besoin de cacher les caractères vous-même. Pour l'instant, notre formulaire a un problème. Le problème, c'est que on ne sait pas, en allant dessus, quelle donnée est attendue. Je ne peux pas savoir, là, visuellement, que ici je dois rentrer mon nom, par exemple, ici mon email, et là, mon mot de passe. Donc on va rajouter une indication à l'utilisateur pour qu'il sache de quoi il s'agit. On va faire ça avec ce qu'on appelle un texte de remplacement, c'est-à-dire en anglais un placeholder. C'est donc un nouvel attribut qu'on va rajouter à notre balise input et on va écrire à l'intérieur exactement le texte de remplacement qu'on attend. Par exemple, on va mettre ici le nom, je le duplique pour mettre le prénom, donc maintenant j'ai 4 inputs, je vais rajouter l'adresse email et le mot de passe. Maintenant, on a le texte qui apparaît en gris dans nos cases et quand on sélectionne l'input pour écrire à l'intérieur, on va voir que dès qu'on écrit le premier caractère, le placeholder disparaît, et c'est le cas pour tous les inputs. Ce placeholder n'a pas de valeur dans l'input, dans le sens où si vous envoyez votre formulaire et que aucun texte n'a été rempli ici, ça ne va pas envoyer comme valeur nom, prénom ou adresse email. Ça ne va rien envoyer. Ce qui compte, c'est vraiment ce que l'utilisateur a écrit lui-même dans l'input. Ça commence à être pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux, en rajoutant par exemple une balise label. Le label, eh bien comme son nom l'indique, c'est un label. C'est le label qui va être destiné à un input.
Et justement, il va falloir lui préciser à quel input est-ce qu'il est destiné. Et pour ça, il faut lui donner l'identifiant de l'input. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc on va le rajouter, je me mets à la suite, et à celui-là, je vais lui rajouter donc un ID qu'on va appeler lastName, puisque c'est le nom de famille qu'on attendait ici. Au suivant, je vais lui rajouter firstName, comme un prénom, puis email et password. J'ai pour habitude d'écrire ce genre de mots-clés en anglais. C'est un bon réflexe à avoir que je vous conseille. Vous le comprendrez surtout quand vous ferez de la programmation, par exemple avec des langages comme PHP ou JavaScript. Maintenant que j'ai donné un identifiant à mes champs de texte, je vais pouvoir le donner directement dans l'attribut for de ma balise label. Donc là, c'est un label pour le last name. Donc j'écris last name. Je vais rajouter le texte que je veux pour mon label, et quand j'enregistre, j'ai bien mon label qui apparaît, suivi de mon input. Je vais recommencer aussi pour les autres inputs et voir comment ça s'affiche sur notre page. Ok, ça commence à être pas mal. En tout cas là, on comprend bien quelle est l'information qu'il nous est demandé de rentrer dans ces champs de formulaire. Maintenant, ça m'embête un petit peu que tous ces champs se suivent les uns après les autres. Moi j'aimerais qu'ils soient les uns en dessous des autres. Avant de modifier ça, il faut d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont les uns à la suite des autres, alors que pour d'autres éléments, comme on a eu par exemple sur notre page d'accueil, les listes, les paragraphes, les titres, ils sont tous les uns en dessous des autres. Alors pourquoi mes inputs c'est pas pareil? En fait, les éléments HTML ont une manière de se positionner sur la page qui peut un petit peu varier. On a des éléments de type bloc, comme les éléments de notre page d'accueil, et on a des éléments de type inline, qui se retrouvent en ligne, comme nos inputs ou les mots d'un paragraphe. En fait, nos inputs peuvent être placés à l'intérieur d'un paragraphe, à l'intérieur d'une ligne de texte. C'est pour ça qu'ils sont placés en mode inline. Grâce au CSS, qu'on verra plus tard, on va pouvoir modifier le type de bloc de nos éléments. Et on va pouvoir dire que, en fait, notre label et notre input, ce sont des éléments de type bloc et que du coup, ils vont prendre 100% de la largeur de la page et que les éléments suivants, du coup, se retrouveront en dessous plutôt que à côté. Donc, puisque nos éléments sont comme au milieu d'une ligne, on pourrait très bien rajouter une balise BR, comme break, en anglais, casser. C'est une balise qui permet de casser la ligne et donc faire en sorte que les éléments se retrouvent à la ligne, juste en dessous. Si j'enregistre, j'ai cassé la ligne juste après mon input nom, et donc l'input prénom se retrouve juste en dessous. Et je peux le refaire aussi pour mes autres inputs. Ok, mon formulaire déjà il est un petit peu plus clair. Mais cette technique avec la balise BR me plaît guère, parce que lorsqu'on fera du CSS, on va pouvoir s'en passer et faire les choses autrement. Plutôt que de considérer que nos éléments sont tous sur une même ligne de texte, qu'on va pouvoir casser avec la balise BR, on va les regrouper à l'intérieur de divisions, avec la balise div. Et sur ces divisions, on va pouvoir rajouter du style en CSS pour rajouter des espaces, une couleur de fond, on va pouvoir faire plein de choses qu'on verra plus tard. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est de retirer ces balises BR et d'englober mon label et mon input par une balise div. La div, voilà, faut s'en souvenir comme étant une division de la page. C'est vraiment juste une petite partie de notre page. C'est une balise qui n'a pas de réelle valeur sémantique, comme la balise body ou la balise nav ou la balise UL qui veulent tout dire quelque chose, le corps de la page, barre de navigation ou une liste. La div, elle veut rien dire. Elle est juste là pour nous aider à structurer notre page, et un peu plus tard à faire du design plus avancé que ce qu'on pourrait le faire sans cette balise. Donc je place mon label et mon input à l'intérieur de cette balise div, et je me retrouve avec le même comportement que lorsque j'ai émis une balise BR. Sauf que cette fois, contrairement à cette cassure de ligne, notre balise div est de type bloc, donc elle prend 100% de la largeur de la page. Si je fais un clic droit pour inspecter l'élément, je vois qu'en survolant la div, elle prend bien 100% de la largeur. Alors que pour un label ou pour un input, ils ont vraiment une largeur limitée et définie. Allez, j'applique ça sur mes autres inputs. Voilà, j'ai le même résultat que tout à l'heure, mais c'est un petit peu plus correct puisque je n'utilise plus la balise BR, et qu'en plus, mes labels et inputs sont regroupés ensemble. Ok, notre formulaire commence à être un petit peu joli, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'envoyer des informations? Si je clique maintenant sur le bouton envoyer, au premier coup d'œil, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais si on regarde dans l'URL, on voit qu'on a un point d'interrogation qui est apparu à la fin du nom de notre fichier. Ce point d'interrogation, il n'est pas là par hasard, il sert à délimiter la partie lien de mon URL de la partie data, la partie données qui viennent d'être soumises. Alors je suis d'accord, on a mis une séparation avec ce point d'interrogation, par contre, je ne vois pas mes données. Où sont-elles?
Le problème qu'il y a dans notre formulaire actuellement, c'est qu'on n'a pas nommé nos données. Mon input pour le prénom ou pour le nom de famille, il n'a pas de nom. Donc je ne peux pas simplement envoyer le nom de famille comme ça, sans lui donner un petit nom. Sinon, on ne va pas pouvoir traiter correctement nos formulaires. Donc je vais rajouter un attribut name sur mon input. Et donc celui-là, je vais lui donner la même valeur que mon ID, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcément la même valeur. Mais comme mon ID est déjà assez parlant à propos de la donnée que j'attends dans cet input, je vais écrire la même chose ici. Donc class name. Si j'enregistre et que j'essaye à nouveau de soumettre mon formulaire, dans mon URL, on peut effectivement voir que, après mon point d'interrogation, j'ai le nom de mon input qui vient d'apparaître. Et en faisant la même chose sur mes autres inputs, et que je renvoie le formulaire, on peut voir que toutes mes données apparaissent dans mon URL. Par contre, elles sont vides, parce qu'effectivement, on n'a rien écrit à l'intérieur de nos champs. Si je mets des données à l'intérieur, que je clique sur Envoyer, on peut se rendre compte qu'on a un format un petit peu particulier. C'est-à-dire que ça commence par un point d'interrogation, on a ensuite le nom de la valeur, égale la valeur, ensuite on a un esperluette, suivi du nom de la valeur suivante, puis la valeur suivante, et ainsi de suite. Donc là, notre formulaire, il est complet et il fonctionne. Et vous remarquerez que si à la place de la méthode get sur mon formulaire, je mets maintenant la méthode post, que j'essaye d'envoyer, alors je vais retirer d'abord tout ce qui était rajouté dans l'URL. Maintenant, si j'essaye d'envoyer mon formulaire, je n'ai plus rien. Alors, je n'ai plus rien, mais en plus, ma page ne s'affiche plus, parce qu'en fait, les données ont été postées, et notre petite extension Live Server qui nous a permis d'ouvrir nos pages, ce qu'on a vu dans le premier épisode de cette série de vidéos, lui, il est juste là pour nous aider à faire du design et à afficher nos pages qui ont été demandées avec la méthode get, ce qui est la méthode par défaut. Sauf que là, on vient de faire une méthode post, et lui, il n'est pas capable de traiter cette méthode post. Donc je clique dans l'URL, j'appuie sur Entrée, ça refait une requête get au serveur, et j'ai ma page qui s'affiche à nouveau. Maintenant, il est temps de parler un petit peu de la validation de nos formulaires. Comme on utilise la norme HTML5, qui est la dernière en date, on a des petites fonctionnalités dans nos formulaires assez sympathiques qui nous permettent de filtrer un petit peu les données ou d'indiquer au navigateur que certains champs sont obligatoires et qu'ils doivent être remplis pour pouvoir laisser l'utilisateur envoyer son formulaire. Je vais remettre mon formulaire avec la méthode get. Là, si j'essaye d'envoyer, ça envoie, avec des données vides certes puisque je n'ai rien écrit, mais si je rajoute maintenant sur mon premier input un attribut required ou required en anglais et que j'essaye à nouveau d'envoyer mon formulaire, mon navigateur me bloque et me demande de remplir ce champ parce qu'il est obligatoire. Si je le remplis et que j'envoie, cette fois mon formulaire veut bien s'envoyer, j'ai la valeur, et les autres champs, eux, n'ont pas été bloqués. Je vais enlever cet attribut required pour plus que mon champ ne soit obligatoire, et maintenant on va regarder ce qui se passe avec l'email. Si je rentre n'importe quel texte, test par exemple, et que je clique sur envoyer, cette fois le navigateur me dit « Attention, ici il faut rentrer une adresse email ». En fait, le navigateur va automatiquement vérifier que le format du texte qu'on a rentré dans ce champ représente bien une adresse email. C'est donc super pratique pour prévenir l'utilisateur qu'il a par exemple fait une faute de frappe dans son email, il a oublié le arrobase, il a oublié un point quelque part. Le navigateur va se rendre compte que l'adresse email est mal formée et que donc il faut la modifier. Pour le mot de passe, on pourrait vérifier par exemple que l'utilisateur a rentré une longueur minimum à son mot de passe. J'ajoute un attribut minLength pour lui dire que la longueur minimum sera de, et je mets un nombre par exemple 6. Si j'enregistre et que j'essaye de rentrer un mot de passe qui fait moins de 6 caractères, que j'essaye d'envoyer, voilà, j'ai mon navigateur qui à nouveau me bloque et me dit que je dois utiliser au moins 6 caractères pour pouvoir envoyer mon formulaire. Je pourrais aussi lui préciser que c'est un champ requis, qu'il est obligatoire, et que donc si je ne mets rien à l'intérieur, il va falloir remplir ce champ. Il y a encore deux types de champs qu'on n'a pas encore vus dans notre formulaire. Il s'agit premièrement du text area. Le text area, c'est un petit peu la même chose que l'input de type texte, à la différence près que le text area est compatible avec les textes multilignes. Et oui, dans un input, quand vous appuyez sur la touche entrée, ça ne va pas vous rajouter une ligne. Vous ne pouvez rentrer qu'une seule ligne de texte. Et bien dans le text area, c'est une aire de texte. Là, on va pouvoir écrire du texte un peu plus riche. Et ça va être parfait pour mon formulaire de contact, puisque j'ai envie que mon utilisateur puisse me rentrer du texte, de me dire « Bonjour monsieur », virgule à la ligne, et écrire son message. De la même manière qu'un input, je lui donne un nom et un ID, ce qui fait que je vais pouvoir le lier à un label, j'enregistre, j'ai mon label et un champ de texte qui est un petit peu plus grand qu'un input. D'ailleurs, on a aussi une petite partie à droite qui, quand je survole, m'indique que je peux l'attraper et lui faire changer sa taille. Donc ça sera pratique si je veux écrire un texte un peu plus long et que je veux que tout apparaisse à l'intérieur du même champ. Grâce à ça, je vais pouvoir agrandir un peu mon text area et être un peu plus à l'aise. Je vais aussi l'englober d'une div pour bien regrouper mes éléments ensemble. Ok, ce text area, il a à peu près les mêmes attributs qu'un input, donc je vais pouvoir
lui aussi lui donner un placeholder ou lui demander d'être un champ requis avant la validation de mon formulaire. Le deuxième type de champ qu'on n'a pas encore vu, c'est un champ de type select. Le select, comme son nom l'indique, il va pouvoir nous permettre de sélectionner une certaine valeur parmi une liste d'options. On va par exemple l'utiliser pour le sujet de la prise de contact de notre formulaire. Pour l'instant, mon champ de type select, je n'y ai pas donné d'option, donc quand je clique dessus, il ne se passe rien. Mais des options, c'est facile à rajouter, il suffit de rentrer à l'intérieur de notre balise select et de rajouter une nouvelle balise option. La valeur, ça va être la valeur qui sera soumise par le formulaire, et à l'intérieur de la balise ouvrante et fermante, on va pouvoir indiquer le texte qui lui sera affiché. Par exemple, je vais mettre ce texte, je vais mettre ce texte-là, et maintenant, quand je clique sur mon input, je peux sélectionner la valeur qui m'intéresse. En valeur, je peux mettre soit du texte, soit un numéro. Par exemple, je peux mettre 0 pour celui-là, 1 pour celui-là, 2 pour le suivant, etc. Visuellement, ce que je mets dans l'attribut value ne va rien changer sur notre page. C'est vraiment juste la valeur qui sera envoyée lors de la soumission du formulaire. Alors on a mis des placeholders sur chacun de nos inputs et du text area. Par contre, pour un champ de type select, ça va être un petit peu compliqué. Mais on peut simuler ce comportement en ajoutant une option au tout début, car vous avez vu que la première option est la première de sélectionner. Je ne vais pas lui donner de valeur, ça ne sert à rien puisque c'est un placeholder. Je vais mettre un texte à l'intérieur et j'enregistre. Qu'est-ce que je vois tout de suite? Je vois que je suis invité à choisir une nouvelle valeur. Par contre, si j'envoie le formulaire, ça va l'envoyer tel quel. Et c'est un problème puisque c'est un placeholder, ça ne peut pas être une vraie valeur qui puisse être envoyée dans notre formulaire. Donc, je vais rajouter l'attribut disabled pour indiquer que c'est un champ désactivé. Ok, il est désactivé, mais du coup, il n'est plus sélectionné. Donc je rajoute encore un attribut ensuite pour lui dire qu'il est sélectionné avec l'attribut selected. Et maintenant, choisir et sélectionner, il est grisé puisque c'est pas une valeur que je peux choisir. Et si je rajoute sur mon select que c'est un champ requis, que j'essaye d'envoyer mon formulaire, alors le mot de passe, je vais l'enlever pour l'instant. Si je clique sur envoyer, il me dit que je dois bien sélectionner un élément de la liste. Donc ça me sert bien de placeholder et j'oblige l'utilisateur à choisir une des valeurs de ce champ select. Il existe une variante de ce champ select, puisque là pour l'instant on ne peut choisir qu'une seule valeur. Notre variante va nous permettre de sélectionner plusieurs valeurs. Je rajoute un attribut sur ma balise select qui va s'appeler multiple. Le style de mon select change un petit peu, mais au moins je peux cliquer sur un élément ou sur un autre. Et si je fais commande-clic sur le deuxième élément, ça me sélectionne le précédent et le nouveau que je viens de cliquer. Sur Windows, vous le ferez avec la touche CTRL. Ok. On a vu pas mal d'inputs différents. Maintenant, on va nettoyer un petit peu tout ça pour avoir un vrai formulaire pour notre page de contact. Donc, on va garder le sujet, on va garder le message, on va retirer le mot de passe, on va conserver le nom et le prénom, et on va placer le sujet avant le message. Je vais retirer aussi le fait qu'on puisse sélectionner plusieurs options de mon champ select, et voilà. Voilà, ça sera tout pour les formulaires, en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses. Pensez à poser vos questions en commentaire, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à mettre un like si la vidéo vous a plu.